Bonsoir à tous, bienvenue sur C8 pour cette nouvelle édition de Voyage au bout de la nuit. Aujourd'hui, je poursuis la lecture de Les âmes mortes de Nicolas Gogol. Nous en sommes toujours à la première partie, je vais donc poursuivre cette lecture et n'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag VBN. Merci. Voici la liste, dit Sobakevitch en se retournant. Faites voir. Il la parcourut des yeux, en admira la netteté et la précision. L'âge, la condition, le métier, la situation de famille d'un chacun étaient indiqués en détail. Des remarques sur la conduite, la sobriété figuraient dans les marges. Cela faisait plaisir à voir. « Et maintenant, voudriez-vous me donner des arts ?» demanda Sobakevitch. « Pourquoi ? Vous toucherez en ville toute la somme d'un coup. » « C'est l'usage, rétorqua Sobakevitch. « Je n'ai pas d'argent sur moi. Prenez 10 roubles si vous voulez. » 10 roubles. Donnez-moi au moins 50. Tchitchikov eut beau prétexter qu'il n'avait pas d'argent. Sobakevitch l'assura si énergiquement du contraire qu'il finit par sortir un nouveau billet. « Tenez, fit-il, voici encore 15 roubles, soit en tout 25. Mais signez-moi un reçu. » À quoi bon un reçu? C'est préférable, on ne sait ce qui peut arriver. Bien, donnez-moi l'argent. L'argent, je le tiens dans ma main. Dès que vous aurez signé le reçu, vous pourrez le prendre. Mais pour libeller le reçu, il me faut avoir vu l'argent. Tchitchikov livra les billets à Sobakevitch, qui, les déposant sur le bureau, les couvrit de la main gauche, tandis que, de la droite, il marquait sur un chiffon de papier avoir reçu pour vente d'âme un acompte de 25 roubles assignats. Puis il examina attentivement les billets. Celui-ci est un bien vieux, bien déchiré, proféra-t-il en considérant l'un d'eux à la lumière. Mais tant pis, entre amis, on n'y regarde pas de si près. Ah, le grippe-sou, se dit Tchitchikov. Et coquin, en diable par-dessus le marché. Et dites-moi, le sexe féminin ne vous intéresse pas? Non, merci. Je ne vous prendrai pas cher, un rouble pièce par amitié. Non, je n'en ai que faire. Alors n'en parlons plus, chacun son goût. Qui aime le pop, qui la femme du pop, dit le proverbe. Encore un mot. Je désirais que cette transaction restât entre nous, insista Tchitchikov en prenant congé. Cela va de soi. Inutile de mêler un tiers à l'affaire. De bons amis se doivent le secret. Au revoir. Merci de votre bonne visite. Ne m'oubliez pas à l'avenir, quand vous aurez 1 heure de libre, venez me demander à dîner. Nous passerons le temps agréablement. Peut-être pourrons-nous encore nous rendre de petits services l'un à l'autre. Konzi, murmurait à part soi Tchitchikov, en s'installant dans sa britchka. Il m'a pris 2 roubles 50 par âme morte, le failli chien. Le procédé de Sobakevitch l'indignait. Malgré tout, c'était une connaissance. Il s'était rencontré chez le gouverneur, chez le maître de police, et il lui avait pris comme un étranger de l'argent pour une vétile. Quand la britchka eut quitté la cour, il aperçut en se retournant Sobakevitch, encore sur le seuil, et qui semblait avide de savoir quel chemin il allait prendre. Il ne s'en ira pas, l'animal, bougonna entre ses dents Tchitchikov, et aussitôt, il ordonna à Séliphane de faire passer la voiture derrière les isbas, de manière qu'on ne pût l'apercevoir de la maison seigneuriale. Il se proposait d'aller chez ce Pliouchkine, dont les gens, à en croire Sobakevitch, mouraient comme des mouches. Mais il ne voulait pas que l'argent s'en doutât. Quand la calèche fut au bout du village, il appela le premier paysan venu qui, telle une infatigable fourmi, ramenait sur son épaule une lourde planche ramassée sur la grande route. « Dis-moi, Barbon, quel chemin prendre pour aller chez Pliouchkine sans passer devant chez ton maître ?» La question parut embarrasser le moujik. « Tu ne sais pas ?»« Ma foi, non, monsieur. » « Pas possible. Comment tu grisonnes déjà et tu ne connais pas encore Pliouchkine, l'avare qui nourrit mal ses gens ?»« Ah, le rapiécé, s'écria l'homme en ajoutant au mot rapiécé un substantif très expressif mais inusité en bonne compagnie, et que, pour cela,
nous ne reproduirons pas. Le mot devait être fort heureux car Tchitchikov, longtemps après avoir perdu le moujik de vue, souriait encore dans sa britchka. Le peuple russe a des mots à l'emporte-pièce. Donne-t-il un surnom à quelqu'un? Celui-ci le laissera à ses descendants, le traînera tout le long de sa carrière. À Pétersbourg, au bout du monde, il aura beau finasser, trancher du gentilhomme, payer les généalogistes pour lui attribuer une origine princière, peine perdue. Le sobriquet, obstiné corbeau, croassera de toute la puissance de son gosier et dévoilera la provenance de l'oiseau. Tout comme une sentence écrite. Un mot bien senti ne saurait s'abattre à coups de hache. Et quelle finesse, quelle force ne sent-on pas dans tout ce qui sort des profondeurs de la Russie, là où la race se révèle pure de tout alliage, allemand, finnois ou autre, où règne l'esprit russe, vif, hardi, prime sautier, cet esprit qui n'a pas la langue dans sa poche, ne couvre pas ses mots comme une poule ses poussins. Mais vous les appliquez une bonne fois comme un passeport à vie. Inutile d'ajouter ensuite la forme de votre nez ou de vos lèvres, un trait vous portraiture de la tête aux pieds. Une multitude innombrable d'églises et de monastères à coupoles, bulbes, croix s'éparpillent par la Sainte. Pieuse Russie, une multitude innombrable de races, de peuples, de nations se pressent et s'agitent sur la face de la terre. Chaque peuple porte en soi un gage de force, possède en propre des facultés créatrices, des particularités bien tranchées, d'autres dons du ciel encore, mais il se distingue surtout par son verbe, qui reflète en toute occasion un trait de caractère national. Le langage de l'anglais dénote une connaissance approfondie du cœur et de la vie. Celui du français brille d'un éclat léger, pimpant, éphémère. L'allemand rumine longtemps une phrase alambiquée dont le sens échappe à bien des gens. Mais aucune parole ne jaillit aussi spontanément du cœur, ne bouillonne, ne frissonne d'une vie aussi intense qu'une parole russe bien sentie. Chapitre 6. Jadis, au temps lointain de ma jeunesse, au temps de mon enfance à jamais disparu, je me réjouissais en arrivant pour la première fois dans un endroit inconnu. Hameau, village, bourg, pauvre chef-lieu de canton, mon œil d'enfant trouvait partout de quoi satisfaire sa curiosité. Chaque bâtiment, chaque objet qui offrait une particularité quelconque, tout arrêtait, captivait mes regards. Que ce fût une bâtisse officielle en pierre, à la banale architecture, à la façade ornée pour une bonne moitié de fausses fenêtres, dominant solitaire le ramas des humbles logis en bois, que ce fût une coupole régulière revêtue de feuilles de tôle couronnant une église neuve à la blancheur de neige, que ce fût enfin un marché ou un pharaon de village venu se pavaner en ville, rien n'échappait à la subtilité de mon attention juvénile. Mettant le nez à la portière, je considérais la coupe inconnue d'un surtout, les caisses de clous, de soufre, de savon, de raisins secs, les bocaux de bonbons moscovites racornis entrevus à l'intérieur d'une épicerie. Je m'intéressais à l'officier de ligne venu. Dieu sait d'où. S'ennuyer dans un trou de province comme au marchand en cafetan court qui roulait sur son léger drojki. Et j'imaginais leur vie misérable. Croisions-nous un fonctionnaire? Je me demandais aussitôt, va-t-il passer la soirée chez un de ses collègues ou rentre-t-il chez lui pour y attendre une demi-heure sur le seuil la tombée de la nuit et souper de bonne heure en compagnie de sa vieille mère, de sa femme, de sa belle-sœur, de toute sa famille? Quel sera leur entretien? Alors qu'après le potage, une fille de chambre à collier de verroterie ou un garçon en veste grossière apportera une chandelle dans un antique chandelier? Aux abords d'un domaine rural, ma curiosité s'éveillait à la vue d'un clocher de bois élancé ou d'une vieille église sombre et trapue. À travers les frondaisons, j'épiais le toit rouge et les blanches cheminées du manoir. J'attendais impatiemment qu'il émergeât des bosquets et s'offrit dans son ensemble à mes regards, des regards qui, hélas, commenceraient bientôt à se blaser. Je m'efforçais à son aspect d'augurer le caractère du maître. Avait-il des fils
ou bien une demi-douzaine de filles aux yeux noirs, au rire argentin, aux joyeux ébats, et dont la cadette ne pouvait manquer d'être une beauté. Était-il gros et jovial ou morose comme septembre à son déclin? Consultait-il sans cesse l'almanach? Ennuyait-il la jeunesse de sempiternelles conversations sur les seigles ou les blés? Maintenant, j'approche avec une égale indifférence de toutes les propriétés inconnues. Je considère d'un œil morne leur écœurante banalité. Rien ne m'égaie. Tout ce qui jadis eût provoqué un jeu de physionomie, un éclat de rire, un flot de paroles, tout cela glisse devant moi, tandis que mes lèvres immobiles gardent un impassible silence. Ô ma jeunesse, ô ma candeur. Tandis que Tchitchikov riait à part soi, en songeant au sobriquet dont les moujiks avaient affublé Pliouchkine, la britchka pénétrait dans un gros bourg. Il ne s'en aperçut qu'en ressentant une violente secousse, occasionnée par un pavé de madrier, auprès duquel le pavé du grès des villes eût semblé un délice. Ses poutres s'abaissaient et se relevaient comme des touches de piano, et le voyageur, sans défiance, recevait un bleu au front, une bosse à la nuque, où se mordait jusqu'au sang le bout de la langue. L'aspect décrépit du bourg frappa Tchitchikov. Toutes les maisons portaient l'empreinte de la vétusté. Les poutres des isbas étaient sombres et vermoulues. Beaucoup de toits avaient la transparence de cribles. Certains ne possédaient plus que la traverse du haut et une carcasse de chevrons. Lattes et bardeaux paraissaient avoir été enlevés par les habitants eux-mêmes, estimant à juste titre qu'en temps de pluie, pareille chaumine ne saurait leur servir d'abri et que par beau temps, il n'y a pas lieu de craindre la pluie. À quoi bon d'ailleurs s'acagnarder au logis quand on a ses coudées franches au cabaret sur la grande route où bon vous semble. Aucune vitre aux fenêtres, bouchée parfois avec des chiffons ou une sous-quenille, difforme noircie, et les corniches à balustrade, qui rehaussent on ne sait pourquoi l'entablement de certaines isbas, n'étaient plus que des ruines sans pittoresques. Derrière beaucoup d'isbas s'alignaient d'énormes meubles de blé, oubliés depuis longtemps. Leur couleur rappelait celle des vieilles briques mal cuites, des herbes folles poussaient au sommet, des arbrisseaux s'accrochaient aux flancs. Évidemment, le blé appartenait au seigneur. De droite ou de gauche, suivant les sinuosités du chemin, par-dessus les meules et les toits délabrés, se détachaient côte à côte, dans l'air léger, les deux églises du bourg. L'une en bois abandonné, l'autre en pierre, aux murs jaunâtres souillés, fendillés. La maison seigneuriale se devinait peu à peu. Elle apparut enfin tout entière quand à la longue chaîne d'isbas eut succédé un potager ou champ de choux entouré d'une clôture basse, brisée par places. Cet étrange manoir, long à n'en plus finir, faisait songer à un invalide, simple rez-de-chaussée par endroits. Il se parait à d'autres d'un étage. Sur le toit sombre qui protégeait mal sa vieillesse, deux belvédères, déjetés, déteints, se faisaient vis-à-vis. Les murs lézardés qui laissaient voir de ci de là le lahti avaient subi les injures du temps et la pluie, des bourrasques automnales. La plupart des fenêtres avaient leurs volets clos. Des planches en condamnaient quelques-unes, 2 seulement. Borgnes d'ailleurs étaient ouvertes. L'une d'elles portait un emplâtre triangulaire en papier à sucre couleur bleu foncé. Le vieux parc abandonné qui s'étendait derrière la maison débordait sur le village et se perdait dans la campagne, mettait seule une note de fraîcheur pittoresque dans cet immense et lugubre domaine. Les cimes, conjuguées des arbres, croissant à leur guise, barraient l'horizon de nuages verts. D'irrégulières coupoles frissonnantes, le tronc blanc d'un bouleau gigantesque se dressait, comme une colonne de marbre étincelant, au-dessus de la mer de verdure. Son faîte pointu, fracassé par la tempête ou la foudre, tranchait sur cette blancheur de neige. L'arbre semblait coiffé d'un chapeau ou couronné par quelque oiseau noir. Le houblon qui envahissait les buissons de sureau, sorbiers, noisetiers, revêtait toute la clôture, avait fini par grimper à l'assaut du bouleau brisé. Arrivé à mi-tronc,
Il retombait en s'agrippant aux cimes des autres arbres, ou demeurait suspendu en l'air, enroulant en anneaux ses vrilles légères, doucement balancées. Les masses vertes, inondées de soleil, s'ouvraient parfois sur un abîme géant plongé dans l'ombre. On devinait dans cette profondeur noire un sentier fuyant, une balustrade effondrée, un pavillon chancelant, le tronc creux d'un vieux saule, d'où s'échappait l'inextricable broussaille d'un arbre à pois, un enchevêtrement de feuilles et de branches desséchées. Enfin, un jeune rameau d'érable qui étendait obliquement ses verdoyantes feuilles palmées. Un rayon de soleil se glissait, Dieu sait comment, sous l'une d'elles qu'il transformait en un objet transparent, igné merveilleusement radieux en ces ténèbres épaisses. À l'écart, tout à l'extrémité du parc, quelques trembles élancés plus haut que les autres berçaient sur leurs cimes d'énormes nids de corbeaux. Certains laissaient pendre leurs branches au feuillage ratatiné, à demi séparés du tronc. Un aussi parfait tableau exige les efforts combinés de la nature et de l'art. Il faut pour l'obtenir qu'à l'œuvre souvent trop complexe de l'homme, la nature donne le coup de ciseau suprême, qu'elle allège les lourdes masses, détruise l'excès de symétrie, recouvre la savante nudité du plan, infuse une belle chaleur aux froides créations de la mesure et du bon ton. Après un ou deux nouveaux tournants, notre héros se trouva enfin devant le manoir, qui, de près, lui parut encore plus lugubre. La moisissure couvrait le portail de l'enceinte. De nombreuses bâtisses, communs, hangars, dépenses, d'apparence délabrée, remplissaient la cour. À droite et à gauche, des porches menaient à d'autres cours. Tous ces vestiges d'une vie intense respiraient la tristesse. Rien ne venait animer le tableau, aucune porte ne s'ouvrait, personne ne se montrait. Nulle besogne, nul soin domestique, seule la porte cochère était grande ouverte, uniquement pour livrer passage à un chariot recouvert d'une bâche, que conduisait un moujik amené là, comme un dessein, pour donner un semblant de vie à ce royaume de la mort. À tout autre moment, on l'eût trouvée hermétiquement close, à en juger par le cadenas géant accroché à un crampon de fer. Auprès d'un des bâtiments, Tchitchikov distingua bientôt un être étrange, engagé dans une discussion avec l'homme au chariot. Il fut longtemps à se demander à quel sexe il appartenait. Il portait un vêtement indéterminé qui ressemblait plutôt à une robe et sur la tête un bonnet, ornement habituel des filles de chambre. Mais la voix parut à Tchitchikov trop rauque pour une voix féminine. « Allons, c'est une femme », se dit-il, pour aussitôt reprendre. « Que non, mais si », conclut-il enfin en examinant plus attentivement l'énigmatique créature qui, de son côté, le dévisageait. Sans doute l'arrivée d'un hôte lui paraissait-elle extraordinaire, car après l'avoir considérée, elle reporta ses investigations sur Célifane, puis sur les chevaux, qu'elle inspecta de la tête à la queue. À en juger par le trousseau de clés qui pendait à sa ceinture et les gros mots dont elle gourmandait le paysan, Tchitchikov se crut en présence d'une femme de charge. « Dis-moi, ma bonne, fit-il en sautant de voiture, le maître n'est pas là, interrompit la ménagère, sans attendre la fin de la phrase. Et que lui voulez-vous ? Reprit-elle au bout d'une minute. Il s'agit d'une affaire. Entrez, dit la bonne femme en lui tournant le dos. La robe enfarinée montrait un grand trou dans le bas. Tchitchikov pénétra dans un spacieux vestibule obscur d'où le froid s'exhalait comme d'une cave, puis dans une chambre également sombre, à peine éclairée par la lumière qui s'insinuait à travers une large fente au bas d'une porte. Cette porte ouverte, il vit enfin clair et fut frappé du désordre qui s'offrit à ses yeux. Il semblait qu'on eût provisoirement entassé ici tout le mobilier, tandis qu'on lavait les planchers. Sur une table trônait une chaise cassée, flanquée d'une pendule au balancier arrêté, où l'araignée avait tissé sa toile. Tout près, le flanc appuyé au mur, un buffet contenait des carafons, de l'argenterie ancienne, des porcelaines de Chine. Sur un bureau, dont la mosaïque en nacre s'écaillait par places, en découvrant des cases jaunes remplies de colle, s'entassait une foule d'objets disparates. Un monceau de paperasses couverte d'une fine écriture, sous un presse-papier en marbre verdi, surmonté d'un petit œuf. Un vieux bouquin à tranches rouges relié en veau,
un citron racorni réduit aux proportions d'une noisette, un bras de fauteuil, un verre à pâte recouvert d'une lettre, contenant un liquide où nageaient 3 mouches, un morceau de cire, un bout de chiffon, 2 plumes tachées d'encre, desséchées comme un phthisique, un cure-dent tout jauni, dont le maître du logis se servait peut-être avant l'invasion des Français. Au mur, quelques tableaux se pressaient pêle-mêle. Une longue gravure jaunie qui figurait une bataille, d'énormes tambours, des soldats à tricornes qui vociféraient, des chevaux qui se noyaient, étaient insérés, sans verre, dans un cadre d'acajou orné de minces lames, de bronze et de rosaces aux angles. À côté, tenant la moitié de la paroi, un immense tableau noirci représentait des fleurs, des fruits, une pastèque en tranches, une hure de sanglier, un canard la tête en bas. Au milieu du plafond pendait un lustre recouvert d'une housse que la poussière faisait ressembler à un cocon avec sa chrysalide. Dans un coin s'amoncelaient les objets qui, plus grossiers, ne méritaient pas de figurer sur les tables. Il était difficile de déterminer la nature de ces tas, car la poussière le recouvrait au point de mettre des gants aux mains qui y touchaient. On distinguait plus nettement un fragment de pelle en bois et une vieille semelle. On aurait pu croire cette chambre inhabitée, si un vieux bonnet de nuit qui traînait sur une table n'avait décelé la présence d'un être humain. Tandis que Tchitchikov examinait ce capharnaüm, une porte latérale livra passage à la femme de charge qu'il avait rencontrée dans la cour. Il se convainquit alors que c'était plutôt un intendant. Une femme ne se rase pas, tandis que cet être hybride avait recours au rasoir. Et assez rarement sans doute, car son menton ressemblait à une étrille. L'air interrogateur, Tchitchikov attendait avec impatience, ce que l'intendant voulait lui dire. De son côté, celui-ci attendait que Tchitchikov parlât. Enfin, notre héros, surpris de cette perplexité, se décida à demander. « Eh bien, le maître est-il à la maison ?»« Le maître est ici, » dit l'intendant. « Où donc ?» reprit Tchitchikov. « À ça, monsieur, fit l'homme. Êtes-vous aveugle ? Le maître, c'est moi. » À ce moment, notre héros recula malgré lui en fixant son interlocuteur. Il avait eu l'occasion de voir toutes sortes de gens, tels même que ni vous ni moi, amis lecteurs, n'en verront peut-être jamais. Mais il n'avait pas encore rencontré semblable personnage. Le visage du bonhomme, pareil à celui de beaucoup de vieillards malingres, n'offrait rien de particulier. Seul le menton saillait démesurément, au point qu'il devait le couvrir d'un mouchoir pour ne pas cracher dessus. Ses petits yeux encore vifs couraient sous la haute couronne des sourcils comme des souris. Lorsque, risquant hors de leur sombre retraite leur museau pointu, elles guettent, oreilles dressées, moustaches frétillantes, si le matou ou quelque fripon enfant n'est point caché dans le voisinage, et hument l'air avec méfiance. Son costume était bien plus remarquable. La composition de sa souquenille défiait toute investigation. Les manches et les pans étaient si graisseux, si luisants, qu'on aurait dit du cuir de bottes. Par derrière ballottaient 4 basques, d'où le coton s'échappait partout. Il portait au cou un objet indéfinissable, peut-être un bas, une écharpe, un plastron, mais sûrement pas une cravate. Bref, si Tchitchikov l'avait rencontré dans cet accoutrement sur le parvis d'une église, il lui eût sans doute donné un liard, car notre héros, soit dit à son honneur, était compatissant et ne pouvait s'empêcher de faire l'aumône. Or, il avait devant lui non un mendiant, mais un gentilhomme. Et ce gentilhomme possédait plus de 1000 âmes. Ses greniers regorgeaient de blé, de grains, de farine, ses hangars, son séchoir, sa dépense étaient encombrés de toiles, de draps, de peaux de mouton brutes ou mégies, de poissons fumés, de légumes, champignons, salaisons de toutes sortes, comme on en aurait difficilement trouvé d'ailleurs. Qui eût visité ces ateliers, remplis d'objets de tout genre, jamais employés, se serait cru à Moscou, au marché de la boisellerie, où d'accortes belles-mères, suivies de leurs cuisinières, vont quotidiennement faire les emplettes du ménage. À ce marché, où s'entassent des monceaux de bois ouvrés, tournés, ajustés, tressés, tonnelés, cuveaux, baquets, seaux, pressoirs, gobelets, cruches, corbillons, où les villageoises mettent leurs filasses et déchets divers, boîtes en trembles courbées, récipients en écorce de tilleul ou de bouleau.
bien d'autres ustensiles encore. À l'usage de la Russie, pauvre de la Russie opulente. Et c'est là-dessus que nous allons arrêter cette lecture pour aujourd'hui. J'espère que vous l'avez appréciée. N'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag VBN. Et voilà, je vous souhaite une très bonne nuit ou une très bonne journée et à bientôt.